Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment, bien dans son job. Aujourd'hui, on parle des congés illimités. Oui, c'est possible. On va en parler avec Thomas Tugendat. Il est le directeur général de Stanwell Consulting. Il nous parlera de cette expérience. Ça fonctionne réellement au sein de son entreprise. La pause café avec Caroline Ricross. L'amitié en entreprise est-elle possible? Caroline répondra évidemment à cette question. Ce sera la pause café. Le cercle RH, on va parler de climat et un intéressement climat pour les dirigeants, c'est-à-dire des rémunérations qui peuvent varier en fonction de leurs actions en faveur du climat. Où en sommes-nous exactement de cette idée? Que se passe-t-il au sein du CAC 40, mais aussi du SBF 120? On en parlera avec des experts. Ils ont un baromètre à nous présenter. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, le Chief Reputation Officer. Oui, c'est un nouveau nom, un nouveau métier. Et aussi d'ailleurs, on va le découvrir, un nouveau poste stratégique. On en parlera avec Emmanuel Dufour, associé chez Ségalen et associé. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle beaucoup, alors ces derniers temps sur le plateau d'ailleurs, des congés illimités ou pas, de la manière dont on peut organiser le temps de travail en entreprise. Alors ça fait écho à tous les sujets, réorganisation, télétravail, Covid. Et on va en parler avec Thomas Tugendat. Bonjour Thomas. Bonjour. On est ravi de vous accueillir. Vous êtes le directeur général de Stanwell Consulting. Vous allez nous parler évidemment de votre entreprise. Mais vous, alors c'est très concret, hein, c'est pas une proposition, ça existe. Vous proposez à vos collaborateurs des congés illimités. D'abord, votre entreprise, le secteur dans lequel vous intervenez. Alors l'entreprise c'est Stanwell, on a deux marques, Stanwell Consulting d'un côté et Wider de l'autre. On intervient dans le domaine de la transformation auprès des grandes entreprises de banque, assurance, protection sociale, sur l'ensemble des transformations, que ce soit le lancement d'offres, la croissance à l'international ou la transformation de modèles opérationnels. Et avec Stanwell on est plutôt dans le consulting et dans la stratégie, et avec Wider on est plutôt dans l'accélération de projets digitaux ou data, pour accélérer les transformations digitales. Vous êtes une dizaine d'associés, vous créez cette entreprise. À quel moment, quand vous êtes réunis autour de la table, vous dites, bon, il faut faire quelque chose, il faut inventer quelque chose, et tiens, quelqu'un lance l'idée, on va faire des congés illimités. Comment ça naît ? L'idée de départ, c'est on était pas mal sollicités par nos collaborateurs sur des moments de vie où ils ont besoin d'être plus présents auprès de leur famille, par exemple dans les moments de parentalité. On avait aussi des collaborateurs qui voulaient s'impliquer dans des associations et prendre du temps pour des associations. Et puis on voyait naître des semaines à 4 jours, à 4 jours et demi, 5 jours. Oui. Et donc on voulait avoir une réponse souple et qui soit adaptée à la taille de notre entreprise. Combien de collaborateurs ? On est un peu plus de 110. 110, les deux. Stanwell plus Wider. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de lancer les congés illimités l'année dernière. J'insistais sur votre secteur parce que vous travaillez avec des consultants, vous êtes vous-même à l'origine un consultant, et c'est des métiers où on se déplace, où on peut travailler de chez soi, on peut travailler le soir, le matin, enfin voilà, c'est quand même un secteur qui favorise ce système. Ça dit quoi dans l'entreprise? Vous lancez l'idée, les choses existent, et j'ai vu que ça avait évolué parce qu'entre les chiffres que j'avais découverts, vous me dites ils ont encore évolué, là on était à 15% de congés supplémentaires, et vous me disiez qu'on est passé à 20. C'est ça, on est passé à 20. Alors il y a toujours un petit temps de recul au moment où on lance cette idée, arnaque ou sérieux. On se dit, mais c'est un patron génial, Thomas. Je ne sais pas si c'est un patron génial. Ou un directeur général génial. Non, l'idée c'est vraiment de donner de la souplesse et aux gens pour s'organiser comme ils le souhaitent. Et comme on a la chance d'avoir des populations qui sont extrêmement responsables et engagées dans le... Et jeunes, hein, 29 ans de moyenne d'âge chez vos consultants. Exactement. Les règles chez vous, c'est 5 semaines, que ça c'est la règle légale, plus les RTT, j'imagine, ce qui arrive quoi, 8 semaines de congés payés, je sais pas. Oui, c'est plutôt 7 semaines de congés payés. 7 semaines, et vient se rajouter donc 1 semaine et demie en plus, en moyenne. Mais ça veut dire quoi? On vient vous voir, on vient voir votre DRH et le collaborateur dit, tiens, je vais me prendre 15 jours de plus.
Alors, Ça marche comme ça. L'idée, c'est pas de travailler que sur l'excédent. En fait, l'idée, c'est au quotidien de pouvoir prendre des jours quand on en a envie et quand on en a besoin, sans se poser la question de savoir si on va manquer de congés ou pas à la fin de l'année. Donc, il y a beaucoup de choses qui se traitent au niveau de nos managers de mission qui organisent un tel qui a envie de prendre une journée ou une demi-journée en plus de ce qu'il fait habituellement. Mais excusez-moi, en termes de droit du travail, j'imagine que vous avez bordé tout ça de manière très carrée, mais c'est comptabilisé, c'est quand même noté par le manager, parce qu'à la fin du compte, il faut quand même avoir un tableau de bord, que vous sachiez ce qui se passe dans l'entreprise quand même. Alors nous, vous savez, on facture nos jours et nos heures, donc on a une visibilité sur notre chiffre d'affaires, mais d'un point de vue du droit du travail, c'est assez simple à mettre en œuvre. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a retenu ce dispositif, parce que c'est des congés qui sont payés et simplement on n'applique plus le plafond légal à ces jours de congés. Et donc on n'a pas la comptabilité associée à ce plafond. Donc c'est assez facile à mettre en œuvre. Donc le salaire reste le même ? Le salaire reste le même. Sûr. Les jours sont payés et la seule chose qu'on fait, c'est que si on est sur des durées qui sont un peu longues, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent passer progressivement sur du 4/5e, au bout d'un moment, si ça dure trop longtemps, on rentre dans une discussion qui est de se mettre au 4/5e ou pas. Ah oui, parce qu'en fait, on peut avoir 6 mois ou pendant 6 mois, on peut avoir que 4 jours d'activité et dire je prends un jour, le mercredi, le vendredi, qu'importe. On a une collaboratrice qui fait ça, là, qui est en train de passer justement à 4 jours par semaine parce que pendant un jour, elle veut s'occuper d'une association, s'impliquer dans une association. Donc ça, c'est un événement récent et donc on s'est dit on va se donner 6 mois pour voir comment ça marche. C'est ça, vous vous donnez bien les 6 mois. Et après, on verra si on change de modalité ou pas. Quand même, c'est un effet levier. Vous venez à la télévision en parler. Enfin, je veux dire, vous êtes plutôt les consultants des hommes de l'ombre. Là, vous êtes dans la lumière pour en parler. C'est un levier de marque employeur. Quand vous dites à des collaborateurs consultants, on sait que c'est compliqué aujourd'hui, le marché des consultants. C'est un levier quand même. Ça ne nous a pas échappé, effectivement, on l'utilise pas mal dans notre communication pour aller chercher des consultants et des managers sur le marché et aussi dans le monde de la tech. Et aussi, ça incarne pour nous la proposition de valeur qui est la nôtre, c'est-à-dire que notre signature, c'est entreprendre autrement. On est des entrepreneurs du conseil et on veut mettre en valeur le côté responsabilisation et l'autonomie finalement qu'on donne à nos consultants et à nos managers dans la gestion de leur temps et dans la gestion de leur activité. Oui, je trouve que c'est intéressant ce que vous évoquez, c'est qu'on est aussi même dans le monde du travail et notamment chez les consultants dans une évolution même du rapport au contrat, du rapport au temps et finalement on se demande même si on ne va pas aller jusqu'à à ce qu'ils deviennent non plus subordonnés mais qu'ils deviennent des petits auto-entrepreneurs eux-mêmes consultants. Ça c'est quoi? C'est un risque ou c'est un rêve? C'est plus un rêve qu'un risque pour nous parce que en fait on croit que la valeur de l'entreprise c'est le collectif et donc il y a un intérêt à rester chez Stanwell et à pas être en freelance ou en indépendant parce qu'on partage du contenu, on a des gens qui peuvent nous appuyer sur des missions, on partage aussi des réseaux de clients et en même temps on a envie que les gens se prennent en main et soient indépendants, développent leurs propres initiatives, portent leur mission chez les clients. Vous dites les deux en même temps là Thomas, enfin, vous êtes un peu déchiré entre l'idée d'avoir quand même des gens qui ont les peintures de guerre Stanwell et en même temps des consultants très autonomes, très dynamiques, très engagés aussi dans leur business. Oui. C'est compliqué. Il y a peut-être un peu de schizophrénie. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, est-ce que c'est probablement dans la veine des entreprises un peu libérées où les salariés peuvent prendre un peu en main leur destin et nous amener à l'étape d'après en termes de développement de l'entreprise. Vous êtes fixé un seuil, on est à 20% là, ça fait près une semaine et demie d'après les chiffres les plus récents. Il y a un moment donné, vous allez dire, attendez, après il faut quand même travailler un petit peu, on n'est pas en congé limité tout le temps quand même. Alors attention, il y a un seuil. Juste les 20%, c'est 20% de congés en plus. Non mais j'entends bien. Par rapport à ce qu'on constatait les années précédentes. Si vous arrivez à 40% l'an prochain et que vous revenez en plateau, vous allez me dire, là il faut quand même trouver... En fait, ça va beaucoup dépendre de la façon de l'acceptabilité des clients. C'est-à-dire que ces jours de congés sont des jours qui se prennent sur les périodes de travail, je dirais, traditionnelles. Si on compte les heures qu'un consultant travaille par semaine, c'est rarement 35 heures. Et donc, la question, c'est où est la limite entre... création de valeur et congé. Exactement.
Pour l'instant, on en est assez loin, pour être très honnête. Il y a encore de la marge. Oui, merci Thomas Tugendhat d'être venu nous éclairer sur cette initiative assez incroyable, sur ces congés illimités. Vous êtes le directeur général de Stanwell Consulting, 110 collaborateurs. J'ai vu à Paris et bureau à Londres. Non, à Paris seulement. Londres, c'est un homonyme qui se... Ah bah oui, c'est vrai que vous avez un nom homonymique avec un ministre anglais, c'est ça ? Et c'est ça. Exactement. Merci de nous avoir rendu visite et écoutez, bon vent pour la suite de cette initiative sur ces congés illimités. C'est la pause café. Il y a des pauses café évidemment chez Stanwell. Est-ce qu'on peut être amis au travail ? Ça, c'est une question importante. Est-ce qu'on a des amis ou est-ce qu'on a des collègues ? On en parle avec Caroline Ricross. Et la pause café, comme chaque semaine, avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Je suis très heureux de vous retrouver, d'autant que c'est notre dernière chronique ensemble. Et oui, donc j'ai une petite larme qui coule. Aussi. Vous allez me manquer, Caroline. C'est vrai. Et bien justement, tiens, c'est exactement en rapport avec ce dont on parle. Bah oui, l'amitié au travail. Oui. Et ça existe vraiment, parce que ça, vous l'avez expertisé, vécu dans votre chair presque. C'est ça. En fait, figurez-vous que c'est un débat que j'ai eu hier lors de la pause café, justement, avec certains collègues de Pas de nom, pas de nom. Alors si, on va donner un nom, justement. Parmi eux, voilà, vous lâchez. Nicolas. Alors Nicolas, vous le connaissez bien, puisque c'est votre producteur. Il est actuellement en régie. Eh bien alors, Arnaud, je préfère vous le dire, pour lui, l'amitié au travail, puisque je lui ai posé la question. Alors ça n'existe tout simplement pas. Oui. Vous voilà du coup prévenu, rassurez-vous. Je le sentais. Mais oui, mais rassurez-vous, à l'inverse de Nicolas, en fait, la plupart des Français croient à l'amitié au travail. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on passe quand même énormément de temps au boulot dans la semaine. D'après un sondage des éditions Tissot réalisé par OpinionWay, 93% des Français considèrent que l'entreprise est un lieu justement où l'on se fait toujours des amis. Une amitié qui se crée et se renforce lors des pauses café, évidemment, parce que c'est un moment où on peut parler un peu plus de soi, être un peu plus intime, ou alors la pause déjeuner, des situations en tout cas que 74% des personnes interrogées trouvent propices. D'après une étude enfin de l'INSEE, il y a 20% de nos amis qui viennent même de notre sphère professionnelle, que l'on rencontre donc dans le cadre du travail. Qui deviennent. C'est ça. Et rien d'étonnant, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on passe beaucoup de temps dans notre entreprise. Il y a aussi la pause apéritif, vous l'avez oublié. La pause apéritif, bien sûr. Évidemment, il y a le déjeuner, il y a le café, mais il y a aussi la pause soir, after work, on appelle ça chez les jeunes. Oui. Est-ce que la crise sanitaire a changé la donne ? Oui, elle a changé la donne avec la mise en place du télétravail, qui est désormais une pratique courante, mais qui se faisait quand même beaucoup moins avant cette crise. Pour vous donner un exemple, en 2019, 22% des employés hybrides déclaraient avoir un meilleur ami au boulot, et aujourd'hui ils sont seulement 18%, donc ça a quand même baissé. Ça a des avantages d'avoir un ami au travail, pour l'entreprise aussi, l'air de rien. Mais complètement, ça a énormément d'avantages. D'après le sondage des éditions Tissot, pour plus de 8 Français sur 10, l'amitié au travail d'abord améliore la productivité. Elle permet de mieux gérer son stress, de faire face plus facilement aux situations difficiles, parce qu'on peut en parler avec son collègue ami. Elle est donc déjà un premier atout pour l'entreprise. De même, elle permettrait de diminuer les arrêts maladie, car en fait, comme elle contribue au plaisir de beaucoup de gens d'aller au travail parce qu'on rejoint sa pote, et forcément c'est pas mal pour l'entreprise également. Enfin, l'amitié au travail permettrait également de faciliter les affaires, mais aussi de booster sa carrière. Près de 5 salariés sur 10 estiment que l'amitié au travail facilite la conclusion de contrats et donc la réussite commerciale de la boîte. Comme il y a pas mal d'entreprises qui finissent par être conscientes de ces effets positifs, elles mettent de plus en plus différentes mesures pour faciliter justement ce lien, cet échange entre les collègues qui deviennent amis. Aux États-Unis, par exemple. Amitié un peu intéressée. Je vous coupe, mais on n'arrive plus trop à savoir si c'est de l'intérêt ou de l'amitié. Ouais, c'est pas faux. Aux États-Unis, une entreprise de logiciels a même ouvert un ranch pour permettre en fait aux salariés de se retrouver pour consolider leur lien d'amitié le temps d'une balade ou même d'un cours de yoga. Donc en tout cas, les entreprises bossent là-dessus. Alors, faisons un peu de sociologie. Quel genre d'amis on se fait dans l'entreprise pour affiner un peu? Ouais, c'est ça qui est rigolo. Il y a 2 autrices américaines, Molly West Duffy et Liz Fosslienne, qui se sont amusées à créer justement une typologie des amis au travail. Alors on y trouve un peu comme dans la vraie vie, le ou la confidente, celle qui vous écoute, à qui vous vous plaignez, qui connaît un peu votre vie personnelle. Autre type d'amis au travail, l'inspirateur, celui vraiment qui vous amène à vous questionner sur le sens de l'entreprise, le sens de votre travail. Et puis enfin, le concurrent, qui pourrait aussi être en fait l'ennemi juré quand même, mais là ça reste
un ami, celui qui vous pousse à vous surpasser. Le faux ami, donc. Le faux ami, à être le ou la meilleure, c'est un peu comme à l'école quand on veut un peu la même note que la copine ou le copain. Des amitiés complémentaires, en tout cas avec celle de l'extérieur. L'amitié avec son chef, tiens. Alors oui, ça c'est... Alors, si 43% des employés seraient prêts à se lier d'amitié avec leur chef, homme ou femme d'ailleurs, seulement 18% des dirigeants, eux, ils sont disposés. Donc, ils préfèrent justement mettre une certaine distance avec leurs collaborateurs. D'après l'édition 2018 du baromètre Les Français et l'emploi sur les relations justement salariés-managers, 96% des salariés estiment qu'il est important évidemment d'être en bon terme avec son ou sa chef. Par contre, 77% n'ont aucun contact avec ce dernier en dehors du travail. L'amitié avec son ou sa boss, en fait, c'est pas vraiment une mauvaise idée en soi. C'est possible, ça peut arriver. Enfin, voilà. Sûr. Mais ça reste compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a forcément un lien de hiérarchie et de subordination. Et de subordination. Oui. Ça peut amener à du favoritisme. La jalousie. À la jalousie. Ou à l'inverse, à un manque de reconnaissance qui est quand même très important quand on travaille. En tout cas, quel que soit votre collègue, ami, n'oubliez pas, l'amitié, c'est une relation, Arnaud, qui s'entre... Mais j'étais totalement ailleurs. J'étais en train de me demander ce que j'allais vous dire. Est-ce que j'allais vous dire au revoir, cher ami ? Mais je pars pas de Bismart. Mais bien sûr qu'on va vous retrouver à l'antenne. Vous serez là, toujours dans les équipes, mais vous ne serez plus sur le plateau de Smart Job. C'était un vrai plaisir, Caroline, de partager ces chroniques avec vous. L'amitié, écoutez, voilà, ça compte en entreprise et c'est important d'être bien soudés, comme les équipes de Bismart. Merci, Caroline, de nous avoir rendu visite. Je vous dis bon vent, là, je peux le dire cette fois-ci. Je l'avais dit il y a un mois, je m'étais trompé, mais cette fois-ci, bon vent. À très très bientôt et on continuera à vous voir évidemment sur nos antennes. On fait une courte pause, on s'intéresse au climat et à cette relation qu'ont les dirigeants CAC 40, SBF 120, les grandes entreprises. Quelle est leur implication réelle sur les questions climatiques ? On va le découvrir à travers un baromètre. Ça avance, plutôt lentement, mais cela avance. On va parler des rémunérations. Est-ce qu'il faut faire varier la rémunération d'un dirigeant en fonction de ses engagements climatiques ? C'est la question posée et c'est le débat du jour dans le cercle RH. C'est tout de suite après la pause, évidemment. Le cercle RH, notre débat avec un sujet autour du climat et on va s'intéresser aujourd'hui aux positions de la gouvernance des entreprises, au sommet des entreprises, les grandes entreprises françaises, le SBF 120, le CAC 40, les dirigeants, leur implication sur les enjeux climatiques, actions concrètes. Est-ce qu'il faut imaginer, et c'est le débat du jour, une rémunération, alors je mets variable entre guillemets parce que c'est un mot utilisé chez les commerciaux, variable en fonction de leurs actions climatiques très concrètes. On en parle avec mes invités parce qu'ils connaissent parfaitement cette problématique. Monica De Virgilis, merci d'être avec nous, c'est un vrai plaisir de vous avoir. Je ne l'ai probablement pas prononcé à l'italienne, évidemment, mais je l'ai francisé. Présidente de Chapter Zero France, ça c'est ce que vous avez créé, qui est une association, pour ne pas dire un lobby, qui aiguillonne, qui fait des propositions concrètes. Une association. Une association, et vous êtes à la tête aujourd'hui de Osnam, qui est une très grande entreprise autour de l'hydrogène, et puis on parlera de l'IFA, parce que vous êtes aussi très engagé au sein de l'IFA, l'Institut français des administratrices Ether. Engagé, on parlera évidemment de ce baromètre des rémunérations, le climat dans la politique de rémunération des CEO. Et ça, c'est un sujet qui vous tient très à cœur, on va en parler. Avec nous, Antoine Poincaré. Bonjour Antoine. Bonjour. Habitué de notre émission, parce que sur tous ces sujets-là, vous êtes évidemment en expertise, vice-président d'AXA Climate School. On avait reçu votre directeur général il y a quelques semaines, qui est un organisme, alors est-ce que je me trompe là aussi, de formation, de pédagogie autour des sujets climatiques et des enjeux climatiques. Exactement, autour des sujets climat, biodiversité et comment ça vient toucher les métiers. Et donc un des métiers qu'on traite, c'est les métiers RH. Et dans ces métiers RH, il y a comment on rémunère les dirigeants, mais globalement l'ensemble des collaborateurs et comment on aligne tout ça. Avant de donner la parole à Monica et de revenir sur ce baromètre qui est très instructif, sur réellement des chiffres concrets, des actions climat et de la rémunération, est-ce que ce sujet vous semble essentiel ? Est-ce que ce sujet doit être traité, le sujet climatique, les tempêtes, le réchauffement climatique, les canicules, est-ce que ce sujet doit être traité à ce niveau-là, au niveau de la gouvernance et des conseils d'administration ? Est-ce que c'est le bon niveau ?
Oui, c'est le bon niveau. C'est des sujets qui interrogent la capacité de l'entreprise à continuer à faire son métier. C'est le fameux license to operate. Donc il y a ce que vous venez de décrire, c'est-à-dire la matérialité qui est celle de le climat se dérègle et ça touche mon entreprise. Est-ce que je peux continuer à faire mon business de la même manière? Mais ce qu'on interroge quand on fait la rémunération des dirigeants, c'est aussi la double matérialité, c'est-à-dire mon entreprise, si elle pollue beaucoup, à quel moment les marchés, à quel moment un certain nombre d'actionnaires vont venir me dire mais attendez, attention, vous n'avez pas, c'est ridicule de continuer à faire ça. La BNP a annoncé qu'elle commençait à se désengager des investissements pétroliers. Vous l'avez vu, c'était hier. Ça veut dire que le marché aiguillonne là. Le marché bouge, la régulation bouge énormément. Les fonds d'investissement, ils sont sous une pression réglementaire très très forte. Mais donc évidemment que c'est un sujet de dirigeant parce que pour le coup, on interroge réellement la capacité de la boîte à continuer à exister. Monica de Virgilis, je vais continuer à franciser votre nom et vous Virgilis et de vous faire sourire. Ce baromètre, il est très important parce que c'est la première fois sur ce plateau, et ça fait presque 3 ans qu'on anime cette émission et que je l'anime, on n'avait jamais traité cette question-là sous cet angle. C'est-à-dire, en un mot, ces CEO, ces patrons du CAC, du SBF, qui sont bien rémunérés, est-ce qu'on doit la faire varier, cette rémunération, au gré de leurs vrais engagements et qu'on ne soit pas que dans du greenwashing et de la communication qui déroule? Est-ce que c'est pour vous un enjeu fondamental? Ça l'est, ça fait partie de la palette d'actions. Pourquoi c'est fondamental? Parce que la rémunération variable, donc qui est surtout sur la rémunération sur le long terme, qui est 3 ans pour la majorité des sociétés, est indexée sur des critères de performance qui sont liés au cours de bourse. Elle est souvent en action et puis c'est lié au cours de bourse. Et donc... et au bénéfice par action. Donc, l'énorme allocation de capital qui est nécessaire à cette transition va de facto impacter les bénéfices des sociétés. Forcément. Donc, le fait d'équilibrer les paramètres, les indicateurs, avec des indicateurs qui ne sont pas des euros aujourd'hui, mais des actions prises pour des euros demain. Donc, ceci est important aussi pour orienter les actions. Mais autorisez-moi, on dit souvent que les grandes entreprises, et même les moyennes, sont souvent dans le court-termisme, c'est-à-dire qu'elles travaillent à 6 mois. Et là, ce que vous nous dites là, c'est qu'elles sont obligées de se projeter sur du long terme. Et c'est presque un peu orthogonal avec les réalités même d'un dirigeant du SBF et du CAC. Est-ce qu'il est capable de penser aussi loin que cela? Je pense que les dirigeants y pensent, mais le fait d'aligner les critères de performance aussi sur de long terme, ça incentive la prise d'action. Et donc, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que pour certaines entreprises qui vont devoir mettre à la poubelle des actifs fossiles, évidemment, et puis investir sur du nouveau, mais ça va forcément passer par des phases de hyper-investissement et de résultats. Et d'attrition des résultats. Et donc, c'est pour ça qu'intégrer avec des critères, intégrer des critères un peu sur le long terme, avec des milestones temporels, est important pour équilibrer les deux. Je le montre, Antoine Poincaré, je vous donne la parole. Chapter 0 France, Forum Climat des administrateurs, Ethic Board et IFA, qui publient donc ce baromètre. Là, il faut vraiment aller le chercher. Non, ce ne sont pas ces chiffres-là, c'est le baromètre que je voulais montrer à l'antenne, mais on va le voir, voilà, et on verra les chiffres ensuite derrière. Ça, c'est important parce que c'est vraiment un pense-bête utile pour avoir un tableau de bord concret. Vous vouliez réagir? 2 choses importantes. Ce que vous décriviez là sur le court terme versus le moyen ou le long terme, c'est cette fameuse tragédie des horizons. C'est-à-dire personne n'est très intéressé économiquement au moyen long terme. Ceux qui le sont probablement un peu plus encore que des dirigeants d'entreprise qui sont parfois un peu effectivement soumis à la dictature de bourse, c'est les acteurs financiers. Et c'est par là que beaucoup de la régulation est passée, de dire au moins eux, ils ont quelques produits financiers qui ne pourront pas refinancer avant 6, 7, 8 ans. Et donc il y a une pression, c'est pas un hasard que vous donniez un exemple de banque, il y a une pression qui vient se jouer là-dessus. Autre sujet Elles sont souvent aiguillonnées les banques sur ce sujet, dans leur choix d'investissement. Et lourdement régulées. Les gros fonds d'investissement, toute la SFDR, c'est des jeux de régulation importants. Un chiffre clé quand même, parce que vous parliez du fait que c'est bien et ça évite le greenwashing qui est dans le rapport de Monica. Je vous rappelle que les entreprises se fixent elles-mêmes leurs objectifs. Le taux d'atteinte moyen l'année dernière, il est de 113%, je crois. Donc, soyons prudents aussi à ne pas décrire un monde trop rose. Ce ne sont pas des J'ai rien dit, vous avez remarqué. Vous avez raison. Je le souligne pour pas les gens qui nous regardent. Parce qu'il y a quand même quelques chiffres clés qu'on a vus tout à l'heure et je voudrais les commenter. Alors, on a comparé SBF 120 et CAC 40. Alors, 95% des sociétés du CAC 40 ont intégré, on va revenir d'ailleurs sur le choix des critères qu'ils ont choisis parce que c'est très important, au moins un objectif climat dans la rémunération variable. 87% en 2021, donc c'est une progression, mais dans le SBF on est à 80%.
et ils ont intégré au moins un objectif climat dans la rémunération variable. Est-ce que c'est le verre à moitié vide, à moitié plein? Parce que en étudiant bien le sujet, et en m'intéressant d'assez près à cette question, j'ai découvert que les questions de climat et de biodiversité, même si vous les portez très haut, dans les conseils d'administration, c'est un peu comme les sujets culture à la télévision. Vous voyez, ils arrivent à la fin du journal, quoi. N'exagérez pas. Alors, ce sont des sujets compliqués, des sujets difficiles, Nous sommes d'accord. des sujets techniques, pour lesquels, en fait, une initiative comme Chapter Zero France, qui fait partie d'un réseau mondial de 30 chapters autour du monde, donc de même type, part du rationnel. La raison de tout ça, c'est parce que au sein des conseils, traditionnellement, on a eu un expert de finance, un expert de droit, Exactement. un expert d'international sur la Chine dans un secteur, alors que ce sujet-là, il est un sujet transverse, ça touche tout. Donc, Où il y a des experts aussi, il faut le préciser. On peut faire rentrer des experts sur ce sujet. Complètement. Mais un expert tout seul ne fait pas bouger les lignes. C'est vrai. Donc c'est important que tout le monde, avec son appétit, ses capacités, son temps, intègre ces enjeux. Et donc le thème est celui que tu disais, Antoine. Ce n'est pas le climat up in the air, mais comment ça me touche, Exact. comment je dois me réinventer. Et comment je me transforme? Oui. C'est ça. Et moi, j'ai envie de porter un exemple, une chose que nous avons fait au sein du conseil de SNAM que je préside. On a fait un exercice sur 2050. Donc on est dit, en 2050, c'est un monde à 50% d'électricité et 50% de molécules vertes, hydrogène, biogaz, etc. Et nous, on est quoi à ce moment-là? Et puis après, on a Exercice passionnant. fait le fil en arrière, et on a dit comment on y est arrivé et quel est le parcours jusqu'à 2030, de 2030 à 2050. Cet exercice-là, qui permet de imaginer le futur, libère l'esprit. C'est magique, comme C'est vrai. on oublie qu'on a des contraintes. On a un de point, réglementation, on a un point. Donc on peut se projeter, et c'est vraiment ça l'exercice à faire, c'est d'imaginer comment on a survécu à tout ça et comment on continue à générer du profit, à générer de l'emploi et avoir un footprint sur la société. Sur les critères, pour nous en dire un peu Oui. plus, parce que c'est important, ils choisissent quoi, les entreprises du CAC 40, dans le critère? Certaines en ont choisi plusieurs, mais c'est une moyenne, ce baromètre. C'est quoi le critère choisi? Est-ce qu'on va à la facilité ou on se complique la vie? Est-ce que la merde de tous les critères, c'est pas quand même l'empreinte carbone qui... Bah ouais, Oui, c'est ça. c'est ça. En fait, les critères, le critère fondamental, c'est la valeur absolue d'émissions. C'est ça. Et puis, les émissions par unité de quelque chose produite. Alors maintenant, il y a de plus en plus ce qu'on appelle le scope 3, Oui. un besoin de dimensionner au sein du scope 3 quelle est l'empreinte de l'utilisation des produits ou des services. C'est ça. vraiment le cœur. Donc les machines que je mets sur le marché, combien d'énergie ça consomme, combien de gaz, combien d'eau, c'est ça en fait. Et à quel moment elle s'abîme trop vite ou lentement? Parce qu'il y a un vrai débat sur l'obsolescence. Quand même sur la rémunération, je vais juste rester Ouais, dessus. bien sûr. Est-ce que ce levier, vous êtes dans un rapport d'observation aussi, mais aussi d'expertise. Est-ce que le levier est suffisant? Est-ce qu'il faut être encore plus sévère à l'égard des dirigeants du CAC et du SBF par rapport aux critères? Ou est-ce qu'on est dans le bon dosage, c'est-à-dire dans le calcul d'une rémunération? Alors, le pourcentage de la rémunération, après on peut laisser ça à chaque boîte, je pense que ce qui est important, c'est l'alignement entre les objectifs qu'ils prennent et les limites planétaires. Et elle est là la question. C'est-à-dire qu'en prenant ce que vient de décrire Monica, uniquement le scope 1 et 2, et puis je vais prendre des émissions en intensité et pas en valeur absolue, c'est-à-dire par exemple je mets plus de gens dans un avion, j'ai réduit mes émissions par passager. En attendant, l'avion il a décollé. On s'en fiche des émissions par passager. Certes, on rend un meilleur service, mais Ça dépend comment on analyse le chiffre, évidemment. Eh ben, du point C'est de vrai. vue économique, C'est de la voiture d'ailleurs. Du point de vue économique, on va l'analyser en intensité et ça va avoir vachement de sens. Du point de vue planétaire, qui à la fin est quand même le seul qui compte, ces émissions ont eu lieu. Donc ce que je veux dire, c'est que la vraie question, et il y a des organismes qui font ça, c'est l'alignement entre les objectifs que prend l'entreprise et à la fin, est-ce que ça marche dans la photo globale de la planète? Ça s'appelle la Science Based Target Initiative, c'est-à-dire exactement en fonction de mon secteur. Il y en a qui vont rester émetteurs, on le sait. J'allais venir. Construction. Comment j'aligne? Donc moi, je me battrais sur ça si j'étais demain actionnaire ou au bord d'une boîte en disant mais est-ce que c'est les bons critères? me serait Est-ce qu'ils tardé, tiennent à l'échelle? Monica. J'ai envie de dire un point qui nous a guidés dans l'étude des cas des sociétés françaises, du SBS 120. La question qu'on avait, c'est
combien de sociétés et quelles sociétés ont utilisé un indicateur quantitatif. Oui, c'est vraiment essentiel. Le cœur de... Et ce qui permet de calculer ensuite la rémunération et de dire voilà, ça correspond à ça. C'est ça. Seulement avec un critère quantitatif, que ce soit sur le climat ou que ce soit sur toute autre chose, on est habitué avec les critères financiers, seulement avec ça, la rémunération est robuste. Alors maintenant, comme Antoine disait, ce n'est pas un critère quantitatif n'importe lequel, c'est le critère quantitatif qui descend d'un plan scientifiquement validé, c'est-à-dire la société s'engage à arriver à une certaine valeur, ce qu'on appelle net zéro en 2047. À partir de 2047, la feuille de route est fixée. On fait la feuille de route. C'est pas le greenwashing, c'est pas on dit on va le faire, c'est concrètement on a des indicateurs qui vont nous amener. Sur la rémunération, parce que j'aimerais qu'on parle des entreprises qui, pour certaines d'entre elles, c'est une émission qui parle d'emploi. Certaines entreprises vous disent tout ça c'est bien beau, nous on est totalement engagés et partie prenante, mais nos activités économiques ne nous permettent pas de nous aligner. Mais un mot sur les rémunérations quand même. Elles sont conséquentes, la variabilité en fonction de l'action. Est-ce que là on est encore dans des vœux pieux ou est-ce que dans les conseils d'administration de ces sociétés, il y a vraiment des dirigeants, des patrons qui se sont dit j'ai perdu un petit peu parce que j'ai pas été très vertueux sur le climat, ou est-ce qu'on est encore dans des mots? On est une valeur moyenne de poids. Parce que sur le 100% de la variabilité, on le repartit à la génération d'EBITDA ou tout critère. Le climat compte 10% sur le long terme. D'accord. Donc relativement faible sur le global. Oui. Comparé à la dangerosité des enjeux. En même temps, on est un chemin. C'est ça, c'est le début. C'est le début. Et ce qui est important de... Alors, il faut déjà avoir un plan validé par la science, l'avoir décliné 3 ans chaque 3 ans, avoir calculé le CAPEX qui est nécessaire pour le faire. Ensuite, avoir pris des actions. Donc, c'est un long chemin. Moi, je dirais, si aujourd'hui, on avait des critères climat qui pèsent 50%, je trouve que ça serait dangereux parce que c'est un peu ça ma question. Le socle n'est pas prêt. Tout ça n'est pas prêt, parce que, comme je viens de dire, il y a plusieurs... Il faut ensuite qu'on applique concrètement les choses. Antoine, on voulait évoquer, et c'est important qu'on s'en dise un mot, vous avez évoqué les entreprises du BTP. Je pense aussi à des entreprises qui continuent à créer de la valeur autour des produits pétroliers, qui sont même parfois des sous-traitants, de très belles entreprises, et qui, globalement, on fait quoi? Il y a des milliers de salariés derrière. On nous dit, on vous vend des emplois verts qui sont là tout près, mais on ne les voit pas encore vraiment. On est quand même sur une ligne de crête, là, Antoine. Alors, c'est évidemment très compliqué, ça doit être évidemment très concerté, il y a des aspects sociaux fondamentaux, mais la non-réponse, celle qui consiste à dire, puisque j'ai des emplois aujourd'hui, je vais les garder, elle amène à un scénario 2050, pour reprendre votre parallèle, qui ne tient pas. C'est-à-dire, si je ne fais rien aujourd'hui, il y a très peu de chances que mon monde de l'emploi soit plus mobile en 2049 à la veille du 2050. Donc, c'est la responsabilité des dirigeants qui, par ailleurs, sont rémunérés en actions, qui sont un peu bloqués. Parce que le problème, c'est pas de ne pas toucher ces 10% de bonus. C'est des gens très bien payés. C'est que les 90% qui touchent par ailleurs, qui sont en action de la compagnie X, si l'entreprise chute, c'est des gens qui les auront encore, ces actions. Donc, il faut trouver un moyen de les incentiver sur le long terme à la survie de la boîte et donc à prendre aujourd'hui un certain nombre de décisions qui sont peut-être parfois un peu difficiles de reconversion pour gérer cette sortie-là. Et encore une fois, vous l'avez dit, la pression va venir un peu de la régulation et des marchés. À un moment, on ne pourra plus financer un certain nombre de projets. Regardez la campagne qui existe là sur le nouveau... Donc c'est douloureux pour une entreprise qui tout d'un coup, elle pistolet sur la tempe et dit j'ai pas fait ma mutation assez vite, j'ai pas pivoté assez vite et je me retrouve en situation où là, j'ai plus de financement. Ce qu'on appelle la Just Transition. Just Transition, c'est préparer... faire ce que j'utilise des mots en anglais, de reskilling de la société, des talents, pour les préparer à cette transition. Aujourd'hui, il existe des produits financiers qui aident le reskilling. Donc, moi, il me semble que des sociétés que je connais, elles se sont mises en mouvement. On n'attend pas que demain le moteur thermique soit arrêté pour dire finalement qu'est-ce qu'ils font les gens, comment. Vous soulevez le moteur thermique, excusez-moi, mais Renault et toutes les grandes marques, je pense même à Stellantis, historiquement Peugeot qui était le moteur diesel, et sont en train de pivoter, on le voit. Ça va être juste quand même.
C'est-à-dire qu'il y a, je veux dire, c'est même, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même, on est sur des moments où il faut calculer parfaitement la trajectoire. Ça va être juste, mais ce qu'elles demandent, ces boîtes, et dans l'automobile c'est très particulier, c'est de la visibilité. C'est-à-dire, si vous leur dites dans 15 ans, le thermique c'est fini, et t'as pu mettre... Ne changez pas les règles tous les 2 ans. Exactement. Quand une fois de temps en temps on dit non, mais on refera un point en 2028, bah non, en 2028... parce qu'eux, ils ont engagé des stratégies. Ça, c'est un vrai sujet, ça, le caractère réglementaire changeant, qui fait que vous avez une feuille de route, l'entreprise fixe un cap, et puis tout d'un coup... Ça fait partie des risques. On ne sait pas à quelle vitesse ça va aller et ce que ça va comporter, de même que la technologie. On a des technologies qui sont disponibles aujourd'hui, mais pas au niveau du coût trop cher. Nécessaire. Et je reviens à mon point sur le court terme versus le long terme. Pour une société, pour s'engager à intégrer dans ses produits des nouvelles technologies qui ne sont pas encore au price point qui va bien, c'est un acte de courage qui va impliquer une réduction de la marge. Et donc des choix... À partir du moment où le choix était bon, la technologie était la bonne, alors demain, dans 10 ans, les produits, ils sont justes. Et donc ça va passer par... Et on créera de l'emploi. Traversée du désert. C'est ça. Donc il y a une transition. C'est bon, ce qu'on appelle la transition. Et soit vous êtes en B2B et vous avez une vraie question des financements et de la dureté avec laquelle cet argent va être disponible, soit vous êtes en B2C et vous avez le risque, au contraire, si vous ne prenez pas les bonnes décisions, de ce qu'on pourrait appeler une espèce de boycott ou un désamour de votre marque. Exact. Donc, où que vous soyez sur la chaîne de valeur, il faut vous poser la question aussi du risque qu'on appelle le risque de transition, qui là n'est pas un cyclone qui vous tombe sur le coin d'une usine, qui est vraiment la question de se dire, est-ce que mon produit sera encore soit fabricable, soit vendable? La question posée par votre entreprise que vous présidez, dont vous présidez le conseil d'administration, c'est on est où en 2050? Avant de nous quitter, il nous reste 45 secondes, c'est un défi que je vous demande. Est-ce que c'est les entreprises qui vont sauver le monde? Parce que quand je vous entends, on sent qu'il y a quand même cette volonté d'aller vite. Il y a un gros aspect de la réglementation, mais les entreprises sont des acteurs imposants de l'économie. Pour ne pas dire essentiels. Sans réglementation, ça ne peut pas fonctionner. Et sans un engagement des entreprises, ça ne peut pas fonctionner non plus. Quelle est votre analyse, Antoine Poincaré? État, donc réglementation, entreprise, société civile, population, c'est évidemment le triangle où ça va se jouer, et ça va se jouer de partout. Donc la formulation, est-ce que les entreprises vont sauver le monde, elle est évidemment un peu provoque. Je ne pense pas. En revanche, je pense qu'elles sont aujourd'hui tellement puissantes que si on ne les amène pas dans ce virage-là, on ne va pas le sauver contre les entreprises en étant l'État et la société civile. Je rappelle que les citoyens sont aussi des salariés, et les salariés sont aussi des citoyens. Donc de fait, c'est une imbrication de l'entreprise et qui d'ailleurs élargit même le spectre de son action. On le voit aujourd'hui, l'entreprise n'est plus là que pour créer de la valeur, vous êtes d'accord? Elle est là aussi pour penser le monde de demain. C'est un peu ça que vous nous dites. C'est de la valeur collective. Exactement. Merci à vous pour ce débat passionnant. Donc, si j'ai bien compris, on est au début du chemin. On démarre quelque chose. Lisez ce baromètre, le climat dans la politique des rémunérations des CEO, 10%, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure dans le global du variable. C'est un sujet important. IFA, Chapter Zero France, votre association que vous avez créée, et Ethic Boards. Merci à vous, Monica de Virgilis. Je l'ai bien dit cette fois. Parfait, bravo. Vous voyez, comme quoi il m'a fallu une vingtaine de minutes pour me lancer. Présidente de Chapter Zero France, et vous êtes à la tête d'une très grande entreprise. Vous présidez le conseil d'administration d'entreprise de l'hydrogène. Du gaz naturel en route vers l'hydrogène. Et voilà, c'est le cap que vous êtes fixé. Merci Antoine Poincaré d'être venu nous rendre visite, vice-président d'AXA Climate School. Vous êtes toujours tous les deux évidemment les bienvenus sur ce plateau. On termine avec Fenêtre sur l'emploi, avec un nouveau métier, avec encore un acronyme anglais. Ça va pas être simple, on va essayer de le franciser. On découvre tout de suite ce métier. Et on termine avec Fenêtre sur l'emploi, notre dernière rubrique. Et j'évoquais ce nouveau métier, Chief Reputation Officer. Est-ce que vous avez entendu parler de ce nouveau poste stratégique? Et bien justement, on en parle avec Emmanuel Dufour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes associé chez Ségalen et Associés. Longue carrière chez Reneco Unibail. Et puis ce cabinet. Un mot sur ce cabinet d'abord, parce que c'est très intéressant. Donc nous sommes un cabinet, bonjour, nous sommes un cabinet d'une quinzaine de personnes entre Londres et Paris. Un cabinet de conseil en recrutement de dirigeants, et nous accompagnons aussi
des entreprises sur des sujets, des audits de rémunération ou pourquoi pas des audits de réputation. On y arrive. La réputation, les entreprises aujourd'hui, on l'évoquait dans le débat précédent, sont souvent percutées par des citoyens, par des associations qui les challengent, qui les critiquent. C'est quoi exactement ce Chief Reputation Officer? D'abord, est-ce que c'est une demande des entreprises clientes? Est-ce que c'est quoi? Un DIRCOM? C'est quoi? C'est un spécialiste des réseaux sociaux? C'est quoi le profil de ce poste? Alors, ce titre-là, en tant que tel, il n'existe pas véritablement encore. Il y a à peu près, j'ai dénombré à peu près 70 personnes dans le monde qui portent ce titre exactement. Il y a à peu près 16 000 qui ont le mot réputation dans leur titre. Donc c'est encore quelque chose de très émergent. Mais on a eu des créations de postes, comme le Chief Happiness Officer il y a quelques années. Souvent critiqué, je m'autorise. Souvent critiqué, exactement, et c'est pour ça que je ne suis pas certain que ce poste de Chief Reputation Officer demain existe en tant que tel. Mais en tout cas, il y a une réalité très importante et qui dépasse le métier de la communication. Clairement. Pourquoi? Déjà, la réputation, elle est essentielle aujourd'hui, en 2023, et pourquoi c'est beaucoup plus un enjeu pour les dirigeants aujourd'hui. Déjà, on n'achète plus un produit, on ne rejoint plus une société ou on n'investit plus dans une société aussi sans se renseigner sur justement le produit, sur qu'est-ce que c'est que travailler dans cette entreprise ou effectivement les forums, cette entreprise est solide. Évidemment. Et donc effectivement, il y a une émergence depuis une quinzaine d'années de sites comme par exemple Yuka pour voir est-ce que cet aliment est sain, par exemple, est-ce qu'il est composé d'éléments qui sont effectivement recommandés. Ça peut être effectivement pour un restaurant ou un hôtel, on va tous sur TripAdvisor par exemple. Mais pardonnez-moi Emmanuel, concrètement dans l'entreprise, ce monsieur ou cette dame qui est un poste en gestation qui va naître et qui existe finalement de fait, il observe les salariés, il observe la veille informationnelle qui va parler de l'entreprise et la critiquer. Quel est son travail là? Il est global, il est en corporate et aussi en externe? Alors je vais y revenir justement sur donc je vous parlais effectivement du grand public pour un produit. Un investisseur pour investir dans une société, mais les enjeux RH qui sont fondamentaux. Et aujourd'hui, finalement, le salarié consomme un peu une entreprise et donc va se renseigner. Et il y a eu l'émergence ces dernières années de sites comme Glassdoor, comme Choose My Company, où vous pouvez noter une entreprise et vous pouvez même noter le dirigeant. Vous avez X% recommande le dirigeant de cette entreprise, donc la réputation, elle est essentielle. Tel un paquet de biscuits ou un pot de confiture. Exactement. Alors, quel est son métier? Effectivement, ça dépasse la communication, parce que l'entreprise va communiquer sur ce qu'elle pense qu'elle est vis-à-vis de ses différents publics, qu'ils soient à nouveau journalistes, consommateurs, futurs salariés dans les écoles, etc. Mais elle doit aussi s'intéresser sur ce que l'on dit d'elle à l'extérieur. Évidemment. Ça, c'est essentiel. Et donc, screener, effectivement, les réseaux sociaux. Qu'est-ce que l'on dit de mon entreprise? Qu'est-ce que l'on pense de mon entreprise en tant que consommateur, en tant que... Excusez-moi, est-ce que ça va jusqu'à réfléchir à la stratégie de contre? Parce que, évidemment, une fois que vous avez screené, fait la veille et dit, voilà, l'entreprise est impactée par une campagne, alors elle est diffamatoire, elle est réelle. Ensuite, est-ce que le Chief Officer, Reputation Officer, va jusqu'à faire des propositions pour contrer? C'est son devoir, en fait. La réputation d'une entreprise, c'est un alignement parfait entre ce que l'on communique et ce que pense le public extérieur. S'il y a une vraie dissonance entre ce que je dis, que je suis, et la manière dont je suis perçu, il y a un sujet. Et donc, le rôle du Chief Reputation Officer, c'est vraiment d'aligner ces deux messages qui peuvent être un petit peu différents, de voir pourquoi ils sont différents. Et donc, c'est un rôle de coordinateur des différentes parties prenantes, donc du directeur commercial, du DRH, du directeur de la RSE, il est du directeur de la production. Directement en prise directe avec le directeur, le patron. C'est un poste qui reporte directement au président, effectivement, et qui doit recommander au plus haut niveau des mesures d'adaptation de la communication par rapport à la perception à l'extérieur. Et donc ça redescend ensuite évidemment au directeur de la communication qui est normalement censé appliquer une stratégie de communication eu égard au travail mené. Merci Emmanuel, vous viendrez nous en reparler autour d'un débat parce que le débat réputationnel il est essentiel aujourd'hui dans une entreprise, il compte énormément dans sa capacité à réussir à bien vendre ses produits ou ses services. Merci Emmanuel Dufour d'être venu nous rendre visite, associé Ségalen, associé pour nous parler de ce nouveau métier en quelque sorte de Chief Reputation
Innovation Officer. Merci à vous tous évidemment, merci à tous nos invités, bien entendu. Merci à Raphaël à la réalisation aujourd'hui, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat et merci évidemment à Laure-Hélène pour l'accueil invité. Merci à vous, je serai là demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.